à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les enjeux et les actualités du secteur tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et nous aurons en l'occurrence le plaisir de recevoir Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Nous évoquerons avec lui la place, à savoir le peu de place en l'occurrence qu'occupe le sujet crypto-monnaie dans cette campagne présidentielle, alors que le nombre de détenteurs de crypto-monnaie en France se compte désormais en plusieurs millions. Et nous reviendrons également avec lui sur un certain nombre d'idées reçues sur les crypto-monnaies qui freinent peut-être leur adoption dans la sphère publique en tout cas. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous nous mettrons à la place du dirigeant d'entreprise dans un moment assez compliqué, voire douloureux à gérer lorsqu'il fait face à un contrôle fiscal, ou en tout cas lorsque l'entreprise qu'il dirige fait face à un contrôle fiscal. Comment donc faire face à un contrôle fiscal? C'est la question que nous nous poserons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats, et Hubert Tondeur, expert comptable et président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ensemble quelle place occupent les crypto-monnaies dans cette campagne présidentielle, mais aussi de manière plus générale dans la sphère publique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Persson, député de la 6e circonscription de Paris. Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec le sujet d'actualité, à savoir la campagne présidentielle. On va regarder ensemble les propositions des candidats en matière de crypto-monnaie. En ce qui concerne, donc du coup, pour cette présidentielle, personne n'a pris la parole sur le sujet, sauf un candidat, Éric Zemmour. J'ai noté les propositions du candidat, ou en tout cas de l'équipe du candidat, donc permettre le réinvestissement de gains en crypto-monnaie dans l'économie au moyen d'une carotte fiscale, pas plus de précision à ce jour, alléger l'administratif autour des crypto-monnaies, créer un régime fiscal propre aux NFT ou favoriser l'émergence de stablecoins en euros. Quand on lit ces propositions, elles rappellent quand même étrangement celle que vous aviez formulée face à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi de finances 2022, des propositions qui avaient été étudiées, certaines d'ailleurs pour la plupart retoquées. Comment est-ce que vous voyez le fait que le seul candidat à la présidentielle qui aujourd'hui s'est exprimé sur le sujet reprenne des propositions qui ont déjà été évoquées et retoquées par l'Assemblée nationale ? Alors, ça ne vous a pas échappé qu'Éric Zemmour n'est en effet pas mon candidat. Non, mon candidat n'est pas encore candidat, donc il le sera très prochainement, très certainement. Et peut-être qu'il aura aussi un mot sur la question des cryptoactifs. Alors, moi, j'ai toujours essayé à l'Assemblée nationale de faire de ce sujet un sujet transpartisan. Je pense que l'erreur, même pour les cryptoactifs en tant que tel, pour le secteur, ça serait de vouloir considérer que les cryptoactifs ont une odeur politique, un sens politique, une portée politique certes, mais est-ce qu'elles appartiennent à un camp ? Je ne le pense pas. Et donc, j'ai toujours essayé de travailler à faire en sorte que ce soit la représentation nationale dans sa globalité, dirais-je, qui considère que ce soit un enjeu de souveraineté, que ce soit un enjeu pour le futur de l'économie et de l'innovation. Et donc, quand j'ai essayé de défendre mes amendements, je l'ai fait d'ailleurs avec des collègues de l'opposition. Alors, voilà, je ne dis pas que je suis satisfait que Éric Zemmour ait copié-collé mes propositions. Je n'ai d'ailleurs pas essayé de revendiquer ces propositions. Je pense qu'elles ont été faites aussi pour s'imprégner dans le débat public. Je pense qu'elles sont de bon augure pour l'intérêt général, tout simplement. Et donc, j'espère simplement que d'autres candidats iront sur le terrain des crypto-monnaies, parce que je ne souhaite pas qu'une partie de la sphère politique seulement considère que les cryptoactifs soient une bonne chose. Je pense que les cryptoactifs doivent être envisagés de manière structurelle à l'égard de bien des autres candidats. Parce que justement, sur le côté politique des crypto-monnaies, alors il y a beaucoup de poncifs sur les crypto-monnaies. Oui, effectivement, on parle de financement du terrorisme, on parle du fait qu'on ne comprend pas réellement ce qu'on finance ou autre. Et il y a également quelque chose qui revient souvent, c'est ce côté, quand les crypto-monnaies, c'est la monnaie de l'extrême droite. Et on l'a vu notamment aux États-Unis il y a quelques années. Est-ce que là, du coup, il faudrait éviter d'enfermer les crypto-monnaies en France ou en Europe sous ce même poncif? C'est ce que vous nous dites ? Oui, déjà c'est un fait au Parlement européen, et il est vrai, vous avez raison, la frange la plus libérale des républicains aux États-Unis défendent ardemment une notion assez souverainiste et libertarienne de la monnaie. Bon, c'est pas ma vision des choses, et donc ils y incluent les cryptoactifs, et ils défendent donc plutôt les cryptoactifs. Moi, je pense que cette technologie, comme je disais,
elle n'a pas de sens politique. Vous pouvez être libertarien comme souverainiste avec des cryptoactifs. Vous pouvez faire de la monnaie digitale de banque centrale, tout comme considérer que le Bitcoin doit être la monnaie étalon or pour toute la planète. Donc, il y a des professionnels d'ailleurs qui défendent de l'investissement qui défendent cette vision. Oui. Bien sûr, mais après, reste à savoir ce que l'avenir nous dira. Moi, je ne sais pas présager de savoir si l'évangile du Bitcoin se réalisera. Ce que je sais, c'est qu'à date, le Bitcoin est un actif, que d'autres cryptoactifs ne sont pas aussi des actifs, qu'ils ont des propriétés qui sont multiples. Et ce que je sais, c'est surtout que ça présage en fait d'une nouvelle innovation et plus généralement d'un mouvement qui sera l'Internet de la valeur. Et la vraie question, c'est est-ce que les Européens sont à la pointe de cette nouvelle Internet, de cet Internet de la valeur, et non pas simplement en fait s'enferment dans un combat politique en lien avec la technologie. Donc et d'ailleurs, à cet égard, j'essaye de faire un peu de pédagogie à l'égard d'autres représentants politiques, notamment à gauche au sein du Parlement européen. Et je leur dis, vous pouvez faire plein de choses qui vont dans le sens de ce que vous défendez par rapport aux banques, quand ils considèrent que les banques ne sont pas suffisamment transparentes, que les banques prennent une part du profit trop importante par rapport à leur clientèle, etc. Je leur dis, mais voyez, cette technologie, elle permet aussi des intermédiaires, elle permet de mettre plus de transparence, elle permet de mieux rémunérer en fait le client qui place son épargne, etc. Mais alors, qu'est-ce qui les freine tous ? C'est les idées reçues sur les crypto-monnaies, c'est l'incompréhension de la technologie ? Je pense que déjà, d'une part, vous avez raison, il y a à la fois des idées reçues, il y a une forme d'incompréhension, et cette incompréhension ici des idées reçues sont difficiles à dépasser. Quand vous avez une idée assez arrêtée sur les choses, c'est difficile de vous dédire, et donc je le vois, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées d'un point de vue politique, qui ont fait un chemin entre 2017 et maintenant, parce qu'ils voient bien que les cryptoactifs sont en train de se démocratiser. Mais c'est vrai qu'on reste trop ancré dans le cryptoactif, permet le blanchiment d'argent, finance le terrorisme, et puis peut être énergivore au regard de la consommation électrique qu'il nécessite pour sécuriser son réseau. Donc, alors, sur le côté énergivore, effectivement, la profession répond. Sur le côté blanchiment d'argent, on a quand même l'autorité des marchés financiers qui a développé le statut de PSAN, de prestataire de services en actifs numériques, avec des acteurs français. Oui. Pour le coup, ça ne suffit pas aujourd'hui à montrer patte blanche vis-à-vis de décideurs politiques en matière de crypto-monnaie et d'acceptation finalement de ces actifs. En fait, il faut comprendre que cette technologie, elle permet de faire plus de choses que ne pouvait le faire la monnaie électronique ou la monnaie traditionnelle. Et donc, vous pouvez sentir en fait envoyer de la monnaie. Donc, à quelqu'un qui n'a pas un mécanisme bancaire derrière qui lui permet d'assurer le transfert. Donc, dès lors, en fait, vous avez un référentiel qui est nouveau et tout le monde doit s'habituer à ce référentiel qui est nouveau. Ça vaut pour l'AMF, pour la CPR, pour le législateur, pour le GAFI, qui est donc l'instance internationale de régulation et qui donne en fait un cadre de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc tout le monde doit revoir un peu ça copie. Et c'est ça qui fait peur. Mais on voit des autorités qui du coup ont déjà commencé à s'y intéresser depuis et à réguler. Donc en fait ça devrait rassurer normalement. Ça devrait rassurer à la fois les particuliers, ce qui est plutôt le cas, mais ça devrait surtout rassurer les banques qui aujourd'hui ferment les comptes bancaires en fait de ceux qui ont ce même agrément PSAN. C'est-à-dire que aujourd'hui le paradoxe, c'est que on avait considéré qu'on allait donner un agrément et que cet agrément permettrait de justifier que toutes les garanties sont posées, notamment pour les banques, à ouvrir un compte bancaire. Et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'ils ont cet agrément PSAN que la banque en fait ferme leur compte. Donc il y a un vrai sujet, surtout au niveau des banques commerciales, qu'il faut pouvoir lever en disant aux banques, vous avez intérêt à défendre aussi ce secteur parce que certes, il peut rentrer en compétition avec le vôtre, il peut peut-être le remplacer, mais c'est surtout qu'on en a besoin pour la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire que même pour les banques commerciales qui aujourd'hui ne feraient pas de droit au compte à l'égard de l'écosystème de la blockchain, c'est quasiment anti-patriotique parce que il lutte contre une technologie dont on va avoir nécessairement besoin à l'avenir. Oui. Et on voit d'ailleurs certains pays comme la Chine ou la Russie légiférer d'un côté, mais se demander si c'est la bonne chose de le faire de telle manière parce que ça devient un enjeu stratégique. Bien sûr, et c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu géopolitique dans la crise que l'on voit avec l'Ukraine et les sanctions américaines et européennes qui vont tomber. Les cryptoactifs vont être utilisés massivement, notamment par une autre partie du monde, et je pense là à la Russie, la Chine, l'Iran, etc., pour éviter en fait toutes les sanctions américaines. Alors, on peut avoir un avis politique sur la question, mais reste qu'en effet, il y aura un moyen aujourd'hui de contourner SWIFT et que ça va imposer en fait de changer de
de référentiel pour les autorités nationales, mais aussi pour les autorités internationales. Est-ce qu'on n'a pas un prisme en France? Et d'ailleurs, c'était un sujet qui était défendu sur ce plateau par Alexandre Stachenko, qui donc, du coup, travaille donc, chez KPMG. Pour le coup, il disait, mais en fait, en France, on est trop habitué à avoir une monnaie stable. Et on voit dans d'autres économies du monde des monnaies beaucoup plus instables et donc des gens qui vont beaucoup plus en crypto-monnaie parce que la volatilité, ce n'est pas forcément un frein par rapport à la monnaie du pays. Oui, alors déjà, dans les crypto-actifs, il n'y a pas que des actifs qui sont volatiles. Il y a ce qu'on appelle les stablecoins qui ne sont pas volatiles, qui sont pairés donc, à une devise traditionnelle. Donc, ils ont la même fluctuation que l'euro ou que le dollar, donc en effet assez mineur. Mais il est vrai que parfois, on compare un peu l'euro avec le bitcoin qui parfois est intégré aux devises d'État, mais sans regarder en fait les fluctuations de ces dites monnaies nationales. On peut parler en effet de monnaie d'Amérique du Sud, mais il suffit d'aller pas si loin que ça. En Turquie, la lire turque, elle s'est largement dépréciée ces derniers mois. Donc la volatilité des monnaies traditionnelles, c'est pas une nouveauté. Et donc pour certains pays, en effet, ces cryptoactifs qui sont volatiles, c'est pas vraiment le sujet. Bon, alors une question plus en lien avec la présidentielle pour le coup. Je regardais depuis ce week-end sur pas mal de chaînes d'information, on a tout un tas de réactions politiques sur le sujet de la chasse. Faut-il ou non interdire la chasse? Parce qu'il y a eu un accident de chasse effectivement ce week-end. On voit tous les candidats à la présidentielle qui essayent de ne pas trop vexer, si je puis dire, les chasseurs, parce que ça représente globalement 5 millions de personnes et 5 millions d'électeurs potentiels. Les détenteurs de cryptoactifs, c'est 8% de la population française. Si on fait le calcul, ça fait à peu près 5 millions de personnes également. Oui. Et pour autant, on n'entend aucun candidat sur le sujet. Alors là, c'est même pas la question de ne pas les vexer ou non, c'est de savoir s'ils existent ou si on a envie de leur parler. Pourquoi est-ce que personne n'en parle? Vous avez raison. Et ces 8% sont des 8% qui sont très souvent convaincus. Parce que lorsque vous rentrez dans cet écosystème, généralement, vous n'en ressortez pas parce que vous êtes convaincu en fait de la nouveauté, de l'intérêt et surtout du changement de paradigme. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne leur parle pas? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il y a une mécompréhension et il faut acculturer nos politiques sur la question. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans. Reste qu'on verra si le candidat Macron, lorsqu'il le sera, reproposera des choses sur ce volet. Mais c'est certain que le politique ne pourra plus faire abstraction dans les prochaines années de ce sujet, pour 2 choses, parce que c'est l'intérêt général, et d'autre part parce qu'il y a un intérêt politique aussi à défendre une partie des Français qui sont très intéressés à la chose. Et si on devait, alors peut-être pas faire des propositions, mais là on a parlé des propositions que vous aviez fait effectivement en début d'année, qui ont été reprises par le candidat Zemmour. Là, si on devait rajouter des choses dans cette campagne, on remettrait exactement cette même proposition, ou il y aurait d'autres choses, les choses ont un peu évolué, il y a d'autres sujets sur lesquels il faudrait s'exprimer? Non, les propositions que j'ai soumises au Parlement en 2021 sont toujours d'actualité, donc elles ont en effet été reprises par le candidat Zemmour. Il y en aura d'autres. Je vais sortir là dans 2 semaines un rapport qui sera beaucoup plus exhaustif sur l'état du marché et sur l'état de la technologie, avec d'autres propositions. Et il y a beaucoup de choses à faire. Les propositions étaient essentiellement fiscales de la part d'Éric Zemmour. Il va falloir aller au-delà, parce que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on intègre par exemple les NFT, comment est-ce qu'on intègre la finance décentralisée, comment est-ce qu'on voit l'apparition du Web 3.0 et ses usages. Donc c'est beaucoup plus global que simplement la détention de cryptoactifs dans un portefeuille. Merci beaucoup Pierre Persson. Je rappelle que vous êtes député de la 6e circonscription de Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous intéresser à un moment particulièrement stressant de la vie d'un entrepreneur ou du dirigeant d'entreprise, à savoir faire face à un contrôle fiscal en ce qui concerne l'entreprise. Un moment qui peut s'avérer long et fastidieux, comme nous allons le voir, et qu'il faut savoir anticiper, préparer, voire même il faut penser à se faire accompagner dans ce moment. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir également Hubert Tondeur, expert comptable et président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables Hauts-de-France. Bonjour Hubert Tondeur. Bonjour Nicolas. Vous êtes également professeur d'université au CNAM et on va commencer avec vous, Hubert Tondeur. Déjà, un contrôle fiscal, ça concerne toutes les entreprises ou il y a une part d'aléatoire dans le contrôle fiscal ? Potentiellement, ça concerne toutes les entreprises, puisque chaque entreprise établit des comptes, dépose des liasses fiscales, fait des déclarations fiscales. Donc potentiellement, l'administration est en droit d'aller vérifier que le droit fiscal est bien appliqué et que l'entreprise est bien dans les clous, comme on a l'habitude de dire. Donc tout le monde est concerné.
Le contrôle fiscal, c'est en moyenne, une entreprise est contrôlée tous les 9 ans. D'accord. Donc quand on est une entreprise, on peut faire face à plusieurs contrôles fiscaux au cours de la vie de l'entreprise. Tout à fait, et je dirais d'autant plus si le contrôle fiscal que vous avez se passe mal, il y a de fortes chances qu'on revienne assez rapidement. Si ça se passe bien, il y a de fortes chances qu'on vous oublie un certain nombre d'années. Et alors justement, parce que la question du contrôle fiscal, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui fait peur à l'entreprise, et souvent on se dit quand il y a contrôle fiscal, c'est un peu comme une mise en examen, c'est qu'on considère qu'il y a peut-être quelques soupçons de culpabilité, c'est une vue de l'esprit, en fait l'administration fiscale réalise un contrôle fiscal quand il y a déjà des soupçons, ou ça peut vraiment arriver de manière aléatoire parce qu'on va vérifier si telle ou telle entreprise fonctionne bien. C'est quand même un peu excessif. D'accord, ok. Non, mais là, je donne l'image d'Épinal, c'est peut-être pas la réalité que voit le monde professionnel. Heureusement. Non, il y a plusieurs facteurs qui font que vous puissiez avoir un contrôle fiscal. Déjà, je pense qu'il y a des directives qui sont données au sein de l'administration fiscale pour contrôler certains types d'entreprises, certains types de secteurs, parce qu'il y a des particularités, il y a des complexités, il y a des nouveaux textes. Donc ça fait partie, je dirais, des directives professionnelles de l'administration fiscale. Ensuite, on dépose des liasses fiscales et on dépose des fichiers d'écriture comptable qui permettent aujourd'hui à l'administration de sortir des données, des ratios. Et lorsque ces ratios sortent, je dirais de façon un peu extravagante par rapport à l'ensemble d'une population d'entreprises, on oriente certainement les vérifications fiscales vers ces entreprises qui ont des ratios un peu particuliers. Donc il peut y avoir quand même des petits indices qui font ressortir, qui mettent une petite alerte, d'accord, ou des incohérences. Voilà, tout à fait. Et l'administration fiscale, sinon, peut aussi choisir de manière complètement aléatoire. Oui, j'imagine. Oui, Aïda Kamoun, oui. Il y a des indices qui peuvent être forts. Par exemple, si vous déposez tardivement, de manière assez régulière, vos déclarations de TVA, si tout à coup vous avez un chiffre d'affaires qui va exploser, c'est des indices qui feront qu'éventuellement vous subirez un contrôle fiscal beaucoup plus qu'une autre entreprise. Et alors, est-ce qu'il faut avoir peur d'un contrôle fiscal, Aïda Kamoun ? Non, oui et non. Et non, d'accord. Non, en réalité, non. Si on est bien entouré, si on constitue une équipe, notamment qu'on est bien entouré par son expert comptable, de manière complémentaire, d'un avocat fiscaliste, etc., il n'y a aucune raison. Si on a fait les choses bien dès le départ, si on a toutes les pièces justificatives, etc., il n'y a aucune raison d'avoir peur. La seule difficulté pour le gérant, c'est que lui, il doit en même temps gérer sa propre entreprise. Donc, gérer son entreprise plus gérer un contrôle fiscal, c'est assez lourd au quotidien. Parce que quand on est un dirigeant d'entreprise, ça prend beaucoup de temps en plus de gérer un contrôle fiscal. Il ne suffit pas de donner les clés de l'armoire avec tous les comptes et de dire tout est là, regardez, débrouillez-vous. Non, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un dialogue qui va avoir lieu avec l'administration fiscale, des échanges. Donc, l'expert comptable va donner un certain nombre d'éléments. Il y a aussi des éléments que va apporter le chef d'entreprise. L'avocat fiscaliste va pouvoir accompagner aussi sur la procédure parce qu'il connaît un peu mieux le langage, il a l'habitude de travailler avec l'administration fiscale. Mais voilà, c'est... Parce qu'on parle de procédure, effectivement. Alors, juste avant, peut-être, Hubert Tonder, même question. Donc, du coup, Aïda Kamoun nous dit que ça prend du temps. Ça prend d'ailleurs combien de temps en moyenne ? Je lisais sur le site de l'administration fiscale, c'est 3 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça ? Pour les petites entreprises, c'est en principe 3 mois. D'accord. Mais pour les autres, on a vu des contrôles fiscaux durer même plus d'1 an. 1 an, donc d'échanges et de discussions avec l'administration fiscale et de justification, j'imagine, parfois. Hubert Tonder, donc du coup, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aux dirigeants d'entreprise. Donc, je reprends l'exemple de j'ouvre l'armoire avec les comptes et puis regardez. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça, si je puis dire. C'est un peu plus ambitieux. Alors, tout dépend aussi de votre degré de préparation. Parce que, certes, on gère un contrôle fiscal, ça c'est naturel, on le gère avec son expert comptable, on le gère avec son avocat. Mais plus vous aurez un comportement vertueux durant toute votre activité d'entreprise, plus ce sera simple de gérer votre contrôle fiscal parce que vous aurez une comptabilité qui sera en ordre, vous aurez des déclarations fiscales qui seront en ordre. Donc, si tout est en ordre, le jour où vous recevez votre avis de vérification, vous devez sortir l'ensemble des documents qui sont à donner à l'administration, puisque quand vous recevez votre avis de vérification, on vous donne une liste de pièces à fournir, et ensuite les pièces justificatives. Si tout cela est en ordre, ça devrait quand même aller assez vite, notamment pour les plus petites entreprises. Ensuite, il y a certainement un certain nombre d'éléments à rechercher, à retrouver, à compiler pour être, je dirais, confort d'un point de vue psychologique. Et c'est là où c'est quand même important d'avoir des conseils auprès de soi pour qu'on puisse aussi, je dirais, sortir le côté un peu affectif, parce que le chef d'entreprise,
je mets ça entre guillemets parce que le comportement de l'administration fiscale est quand même vertueux sur le sujet, mais ils se sont pris un petit peu en défaut, ils se sont un petit peu agressés, c'est un terme un peu... Oui, est-ce que vous faites, voilà, est-ce que ce que vous faites, c'est bien? Voilà, est-ce que vous le faites bien, est-ce que je le fais bien? Il a le sentiment de devoir justifier ce qu'il a fait. Ce qui est un peu normal aussi, puisque l'impôt en France est déclaratif. Donc, mais est-ce qu'on est prêt pour un contrôle fiscal quand il arrive? D'ailleurs, deux questions. Est-ce que déjà les contrôles fiscaux se finissent toujours mal, ou est-ce que quand même... Heureusement que la plupart se finissent bien. D'accord, ok. Donc, pour beaucoup d'entreprises, c'est des contrôles fiscaux qui sont parfois, souvent même, plutôt des petits décalages de TVA. Donc, la plupart des contrôles, voire des décalages de TVA qui ont été régularisés déjà. Donc finalement, on n'a pas grand-chose à dire sur une grande majorité de contrôles fiscaux, surtout que je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise sont accompagnés par des experts comptables ou par des avocats et prennent quand même bien soin, parce qu'il y a une culture quand même du contrôle fiscal en France, et aujourd'hui, c'est quand même bien intériorisé par les professionnels que sont les avocats et les experts comptables, et c'est intériorisé par nos clients, parce qu'on leur explique que s'ils sont vertueux dès le départ, eh bien évidemment, il n'y aura pas de sujet en matière de contrôle fiscal ou de vérification fiscale. Et alors, Aïda Kamoun, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un sujet? Parce qu'effectivement, il y a... Bon, alors on peut, situation idéale, les comptes correspondent parfaitement à ce qu'attend l'administration fiscale. J'imagine que ça doit quand même être rarement le cas, puisque vous nous disiez qu'il y a des discussions, des négociations. Donc au moins, en tout cas, il faut expliquer effectivement la vie de l'entreprise au travers des comptes. Si jamais on se rend compte qu'il y a effectivement un souci, alors un souci, ça ne veut pas dire une grosse fraude, ça veut peut-être qu'effectivement une incompréhension. Est-ce que là, on est automatiquement sommé de rembourser? Est-ce qu'on intègre le droit à l'erreur comme on peut l'intégrer pour le particulier? Comment ça se passe? Alors, la première des choses qui est très très importante, c'est d'être vraiment proactif lors d'un contrôle fiscal. Il faut dialoguer, échanger. Ça, c'est très très important. Il faut anticiper et se préparer dès la réception de l'avis de vérification. Ensuite, comment ça se passe? Effectivement, si on se rend compte qu'il y a des anomalies dans les déclarations qu'on a pu établir, il est tout à fait possible, en cours de contrôle, de demander au vérificateur de régulariser. D'accord. Et s'il l'accepte, il suffit de déposer des déclarations rectificatives et ensuite de payer l'impôt dû dans les 30 jours. D'accord. Okay. Même si on s'en rend compte au moment du contrôle fiscal? Oui, il n'y a pas de problème. Là-dessus... Okay. Donc là, on considère qu'on est de bonne foi, entre guillemets. Exactement, exactement. La condition, effectivement, c'est d'être de bonne foi. Après, si jamais il y a des points sur lesquels des désaccords vont persister, eh ben, dans ce cas-là, va se mettre en place un certain nombre de recours auxquels on va avoir le droit. Notamment, c'est des recours qu'on appelle des recours oraux. Pourquoi? Parce que il va y avoir la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur. Donc simplement, on va être reçu dans son bureau et on va dialoguer, échanger, lui présenter nos arguments, nos justificatifs. Ensuite, il y a un deuxième recours qui est possible, c'est la saisine de l'interlocuteur départemental. Où là, c'est un chef de service régional, donc qui est encore plus gradé, effectivement, que le chef de brigade. Et là, il va avoir un autre point de vue sur le dossier, il pourra tenir compte des spécificités de votre entreprise. Et pareil, vous serez reçu dans son bureau et il y aura un dialogue qui va s'instaurer. Il y a encore une troisième possibilité de recours, c'est une commission départementale. Alors là, par contre, tous les rehaussements ne sont pas éligibles. Il faut d'abord vérifier si on est éligible à la saisine de cette commission. D'accord. Et une fois qu'on est éligible, on peut la saisir. Cette commission va émettre un avis. Et l'administration fiscale pourra choisir ou non de suivre cet avis. Alors, généralement, dans la pratique, l'avis est suivi. Il y a des cas où c'est pas suivi, voilà, mais c'est rare. C'est pas toujours le cas, mais c'est dans la pratique. Voilà, mais dans la pratique, l'avis est généralement suivi. Ensuite, une fois que toutes ces voies de recours sont épuisées, on va passer à la phase de recouvrement. Donc là, effectivement, il faut régler l'administration fiscale si jamais il y a des sommes à rembourser ou à payer. Oui, c'est une phase assez charnière du contrôle fiscal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on reçoit l'avis de mise en recouvrement, la dette devient exigible. D'accord. Ce qui se passe, c'est que si on ne conteste pas par la voie d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration fiscale va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour récupérer les sommes dues. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise va avoir une question importante à se poser, c'est de se dire quelle garantie je vais pouvoir donner à l'administration fiscale pour l'ensemble de ces sommes qui ont bénéficié du sursis de paiement. Alors les garanties, ça peut être le non-notissement de fonds de commerce, les titres de la société, commencer même à payer sa dette.
le temps que l'administration fiscale statue. On encourt des amendes qui peuvent être conséquentes en plus de la régularisation si jamais on se rend compte qu'on n'a pas régularisé comme il fallait dans le temps ces comptes. Oui, bien évidemment, il peut y avoir des majorations pour manœuvres frauduleuses, mauvaise foi, etc., qui peuvent être lourdes, qui peuvent aller jusqu'à 80%. 80% de la somme due, pour le coup ? Oui. D'accord. Ah oui, donc ça peut être effectivement ça peut quasiment doubler. Ça peut être assez conséquent. Il nous reste quelques minutes. On va voir avec Hubert Tondeur comment bien se préparer pour un contrôle fiscal. Juste avant, Aïda Kamoun, là on parle au niveau de l'entreprise. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'entrepreneur, par exemple, ou sur les actionnaires de l'entreprise ? Bien évidemment. Pourquoi ? Parce que lorsque, par exemple, l'administration fiscale, au cours du contrôle, va considérer qu'il y a des sommes qui ont été déduites par l'entreprise, mais qui n'auraient pas dû l'être. L'achat d'une voiture, par exemple ? D'une voiture de course, qu'elle considère que c'est une dépense, elle peut considérer que c'est une dépense personnelle pour le dirigeant. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va répercuter cette somme sur les revenus imposables de ce dirigeant pour les soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, pour finir, Hubert Tondeur, comment est-ce qu'on fait pour aborder un contrôle fiscal sereinement ? J'imagine que ce n'est pas au moment du contrôle fiscal qu'il faut se poser la question. Non, il faut se poser la question tout au long de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire bien conserver ses pièces, les pièces qui viennent justifier l'ensemble des déclarations fiscales et des déductions que vous pouvez faire. Mais donc les pièces, c'est quoi ? C'est les factures, c'est les devis, c'est les encaissements. Voilà, tout à fait. Alors, notamment sur l'émission de facture, il y a une notion qui est la piste de dite fiable avec les devis, le bon de commande, la facture. Aujourd'hui, on va vers la facture électronique, donc qui va simplifier un petit peu cette conformité. Donc ça, c'est des éléments à avoir. Et la conformité, notamment par rapport à la TVA, lorsque vous déduisez, vous récupérez de la TVA, que vos fournisseurs, que vos clients soient bien aussi des assujettis, qu'ils soient bien enrôlés à la TVA. Donc ça, c'est un travail de tous les jours qui est à faire avec vos conseils, avec votre expert comptable en général. Comme le disait Madame, c'est également de faire des déclarations en temps et en heure. Bien sûr. Parce que là, c'est un facteur, je dirais, un peu important de vérification lorsque vous êtes tout le temps en décalage dans vos déclarations. Et c'est avoir des données qui correspondent, notamment les taux de marge, par exemple, des taux de marge qui soient cohérents par rapport à votre activité. Et si vous avez, je dirais, ce formalisme administratif, comptable et fiscal régulier tout au long de la vie de votre entreprise, lorsque vous êtes contrôlé, parce que vous pouvez être contrôlé indépendamment de tout ce qu'on a pu évoquer, eh bien vous aurez tous les éléments et toutes les cartes en main pour que tout ça se passe tout à fait bien. Et autre élément, je reviens juste sur un point et un élément complémentaire, c'est sur le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il existe pendant la période de vérification, mais il existe tout au long de la vie de l'entreprise. Donc moi j'ai tendance à dire, dès lors attendre le contrôle fiscal pour régulariser. Dès lors que vous apercevez que vous avez mal appliqué une législation fiscale, que votre expert comptable vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça, vous n'avez pas le droit, ou que votre avocat vous dit vous ne pouvez pas faire comme ça, il faut régulariser tout de suite, parce que ce sera d'autant plus un élément de bonne foi lorsque vous aurez une vérification. Alors ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet, c'est qu'il existe maintenant l'examen de conformité fiscale. Donc c'était un outil qui est mis en place et qui permet de vérifier 10 points spécifiques d'un point de vue administratif, fiscal. Donc ça, c'est l'administration fiscale qui le demande également. Qui le demande aujourd'hui. Donc c'est un petit contrôle fiscal, si je comprends bien. Non, pas du tout. Non. C'est un petit contrôle fiscal qui, en quelque sorte, est réalisé par un professionnel et qui va checker 10 points et qui va mentionner sur l'alias fiscal le fait que ces 10 points de conformité ont été checkés. D'accord. Donc la grande idée, c'est de dire, à partir du moment où on va avoir cet examen de conformité fiscale qui va ressortir positif sur les 10 points, la probabilité d'avoir un contrôle fiscal va être beaucoup plus faible que si vous n'avez pas fait cette ECF. Merci beaucoup Hubert Tondeur, expert comptable et président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Hauts-de-France. Merci également Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. Merci à tous les deux pour ces quelques points clés que vous nous avez donnés pour se préparer à un contrôle fiscal. Donc si je comprends bien, ça ne doit pas systématiquement faire peur, mais il faut quand même s'y préparer de manière assez conséquente. Merci à vous de nous avoir suivis également et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.